J'aimerais qu'on revienne sur 3 anecdotes un peu, 3 déclics féministes de ta vie. Ok, ça marche. Le premier déclic féministe, c'est quand tu as travaillé en fait 13 ans au magazine Elle, où tu as été notamment rédac chef. Et chaque année, vous faisiez un marronnier de la presse féminine quoi sur les femmes rondes. Mais cette année-là, ça a gueulé dans votre lectorat avec des mannequins, des blogueuses grande taille qui vous ont dit en fait là, vous faites de la merde quoi. Exactement. C'est quoi l'histoire? Alors donc je vais juste corriger, j'ai travaillé 10 ans au magazine Elle, Okay. pas 13, mais c'est déjà beaucoup. Et donc cette année-là, effectivement, comme chaque année, le magazine Elle faisait son numéro spécial mode ronde. Et donc c'est un numéro où le magazine consent à mettre en image des femmes qui font plutôt une taille 42, alors qu'habituellement les mannequins qu'on voit en photo dans les journaux féminins, dans les magazines de mode, elles font une taille 34 ou 36, ce qui est quand même maigrissime. Et moi, tout imbibée que j'étais de cet imaginaire-là, j'avais l'impression qu'en mettant en photo des femmes qui faisaient du 42, on était en train de faire un super geste, hyper inclusif et progressiste, etc. Et en fait, grâce à plusieurs blogueuses plus size, comme on disait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, on les appellerait plutôt des militantes body positive ou anti-grossophobie. J'ai été interpellée et elles m'ont dit est-ce que tu as conscience du fait que 42 c'est la taille moyenne des Françaises? En l'occurrence non, je n'avais pas conscience de ce fait-là. Est-ce que tu as conscience du fait qu'il y a des femmes qui font du 50, du 52, du 54 et dont le problème c'est qu'elles ne peuvent même pas trouver en magasin des vêtements qui leur vont parce que les fabricants de mode s'arrêtent systématiquement au 44. Je dis bah non, j'en ai pas L'humiliation, conscience. C'est voilà. Et donc en fait elles m'ont fait comprendre, elles m'ont fait prendre conscience d'un mécanisme qui s'appelle la grossophobie, qui est un vrai système de discrimination, qui est vraiment quelque chose de systémique qu'on retrouve dans l'industrie de la mode, mais aussi dans la santé. Enfin voilà, par exemple, les lits dans les hôpitaux sont pas adaptés aux personnes grosses, ou les tables dans les restaurants, les sièges dans les cinémas. Enfin, il y a vraiment, j'ai pris conscience en fait du fait que la société entière était pensée en excluant les personnes grosses. Et je pense que ça a été vraiment mon premier déclic. La première fois que je me suis dit peut-être que ce que je fais dans ce journal, même si j'avais l'impression que c'était un geste féministe, parce qu'effectivement dans le magazine Elle, on parle tout le temps des femmes, on met en avant les vécus des femmes, c'est peut-être pas si progressiste et inclusif que ça. Et effectivement, cet épisode de la mode ronde, ça a été pour moi un gros déclic. Alors plus qu'un déclic féministe, je dirais que ce serait plutôt un déclic intersectionnel, en fait de commencer à comprendre que c'est pas le tout de parler des femmes. Si on met toujours en avant, comme on le fait dans la presse féminine, le même genre de femme, c'est-à-dire toujours une femme blanche, toujours une femme hétérosexuelle, toujours une femme mince, une femme cis. Enfin voilà, on est en train en fait de produire des images et des injonctions qui sont extrêmement excluantes. Du coup, j'ai insisté, j'ai milité pour qu'on fasse un deuxième sujet avec cette fois des femmes qui font vraiment, qui sont vraiment rondes, qui font vraiment du 52 ou plus. Et donc voilà, j'ai réussi à faire produire une série de photos qui était magnifique d'ailleurs, avec notamment Stéphanie Zwicky, qui est une femme magnifique, qui a un super beau blog, qui a énormément de goût et qui s'habille super bien. Et je pense que pour le coup, ces photos-là et cette interview-là, ça a réellement fait bouger les lignes, réellement fait comprendre des choses aux lectrices et lecteurs du magazine. Ouais, en fait, tu t'es rendu compte que tu croyais que ton média il s'adressait à toutes les femmes et qu'en fait, t'en excluais une grande partie, quoi. Exactement ça. Ouais. Donc, premier déclic féministe sur les femmes grosses. Deuxième déclic féministe sur les femmes noires. Il y a une de tes collègues toujours au magazine Elle qui écrit un article sur les femmes noires célèbres et leur style, je crois. Et là, rebelote, dans votre lectorat, il est bien votre lectorat, hein. Il y a des militantes afroféministes qui vous reprennent et vous dites encore, non, en fait, c'est pas possible, là, c'est teinté de racisme, votre article. À l'époque, il y a eu une vraie panique à la rédaction de Elle parce que la réaction des militantes afroféministes et même des lectrices noires concernées a été tellement forte et tellement massive qu'il était impossible de l'ignorer. Ça a provoqué des chroniques à la radio, ça a vraiment, ah oui, ok. Voilà,
voilà, ça s'est remonté en fait dans le système médiatique et c'était aussi intéressant de ce point de vue-là, je trouve, en tant que journaliste, de se dire on ne peut plus faire comme si on était là à parler toute seule et qu'on n'avait pas le devoir et la nécessité d'écouter les retours, de mieux faire, d'apprendre grâce à nos lectrices. Et du coup, tu dis, c'est hyper intéressant, je trouve, c'est aussi là que t'as découvert que t'étais blanche, la blanchité, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, moi, le premier, encore plus en tant que homme, blanc, bah, tu te rends pas compte qu'en fait, bah oui, que t'es blanc parce que tu fais partie du groupe dominant majoritaire en France. Exactement. Et qu'en fait, bah oui, c'est pas bien ou mal, enfin, il y a rien de raciste à dire que quelqu'un est noir ou quelqu'un est blanc, c'est juste comme ça. Et ne pas le nommer, c'est aussi, bah, contribuer à ce que les discriminations perdurent, quoi. Et toi, ouais, il s'est passé quoi quand tu t'es dit, ah, mais en fait, je suis blanche, quoi? Bah, j'avais jamais fait gaffe, mais... Bah oui, c'est intéressant. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le privilège de ne pas avoir à penser à sa couleur de peau est un privilège que seules les personnes blanches peuvent avoir, quoi. C'est-à-dire que le point de vue présenté comme neutre et universel est de façon écrasante un point de vue blanc, un point de vue masculin également. Enfin voilà, il suffit juste de regarder les statistiques des personnes qui font les journaux, qui sont dans les rédactions des médias, mais aussi et surtout qui les dirigent. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment en immense majorité des personnes blanches. Et c'est pareil dans les institutions culturelles, dans les maisons d'édition, enfin, dans tous les endroits où on produit du savoir et du pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de déconstruction, de prise de conscience à faire pour se rendre compte que ce point de vue de personne blanche n'est pas un point de vue universel. En tant que personne blanche, on passe à côté de tout un tas de vécus discriminatoires que subissent les personnes noires. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de mettre en avant d'autres points de vue, de donner la parole à d'autres personnes, de démultiplier aussi les expériences et les récits pour apporter de la nuance. Donc en fait, c'est juste une façon de prendre conscience en fait de ses propres angles morts et ses privilèges. Et de ses privilèges. Mais j'aime bien parler d'angles morts parce que je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comment prendre conscience de l'expérience de ce que c'est que le validisme quand on n'est pas au quotidien. Le validisme. Alors, le validisme, c'est la discrimination contre les personnes handicapées. Du coup, votre lectorat vous engueule, mais en fait, la rédaction se braque et elle est là, bah non, on va pas du tout s'excuser, quoi. Bah, c'est la première réaction. Après, je trouve que c'est une réaction qu'on retrouve en fait très souvent quand il y a des cas de call-out en ligne, quand on interpelle quelqu'un en l'accusant de façon un peu violente et accusatoire comme ça, la réaction qu'on va avoir en face, en fait, c'est de la self-defense. Et finalement, on a toujours ce réflexe de défense. Et là, en ce moment, sur Internet, ce système-là, c'est vachement généralisé. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un compte ou une personne qui est pas interpellée sur ses mots, sur ses actions. Et systématiquement, le réflexe qu'on a, c'est mais non, c'est pas vrai, vous comprenez mal, je ne suis pas comme ça, etc., etc. Et c'est généralement dans un second temps qu'il y a une prise de conscience, et des excuses, un retrait du contenu offensant, etc. Donc je pense que c'est vraiment le même mécanisme qui s'est produit à l'époque OL, où la première réaction ça a été mais non, c'est pas vrai, vous n'avez pas compris, au contraire, on adore les femmes noires, c'est un hommage, etc. Et après, dans un second temps, mais en fait, dans notre rédac, il y a aucune femme noire. Voilà. Et puis à l'issue de cette affaire, il y a eu une formation à l'impensé racial, ça s'appelait comme ça, et qui a été pour moi vraiment une vraie révélation, quoi, un vrai choc. Je me rappellerai toujours du formateur qui est arrivé et qui nous a posé cette question, est-ce que vous savez combien il y a eu de femmes noires en couverture de Elle depuis 1 an? Et déjà le premier constat, c'est que personne avait l'info. Alors qu'on travaillait dans ce journal toutes et tous, pas une d'entre nous était capable de dire combien il y avait eu de femmes noires. On était là, bah si, il y a dû avoir Naomi Campbell, peut-être Beyoncé, on n'a pas mis Rihanna il y a 6 mois. Enfin, et en fait, la réponse c'était une seule. Sur 52 couvertures, c'est un hebdomadaire, le L, sur 52, il y avait une seule femme noire en couverture. Et donc là, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, du fait que, comme j'étais une femme blanche, je n'avais jamais pris conscience de cette invisibilité des femmes noires, parce qu'elle ne me concernait pas, ne m'affectait pas, donc je traversais la vie insouciamment sans en prendre conscience. Et puis surtout, je me suis rendu compte que si on ne comptait pas, si on n'avançait pas un chiffre, on n'arrivait pas en fait à prouver cette invisibilité-là. Donc c'est là aussi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux statistiques, au fait de compter et de visibiliser cette invisibilité grâce aux chiffres. Oui, parce que non seulement les femmes sont
plus invisible dans l'espace public, on va en parler après, mais en plus, on s'en rend même pas compte, quoi. Exactement. Et du coup, parfaite transition sur le fait de compter avec la troisième anecdote. Plus tard, du coup, tu as commencé à travailler au Grand Journal, à Canal+. Et là, tu découvres qu'en fait, le temps de parole, le tien et celui des femmes en général, est vraiment réduit à peau de chagrin, quoi. Ouais, moi je suis arrivée, enfin voilà, j'avais quand même entre 30 et 35 ans, une sacrée expérience de rédac chef, des choses à dire, des opinions, et je me suis très vite rendu compte que non, j'étais là en fait pour faire bien à l'image, pour être la jolie blonde sur le plateau, pour porter des jolis vêtements et pour rigoler aux blagues de mes collègues masculins, ce qui a très vite, qui m'a vraiment beaucoup déplu. Puis c'est à ce moment-là aussi, donc on est en 2015, qui est publié un rapport qui s'appelle le Global Monitoring Project, Global Media Monitoring Project, qui sort tous les 5 ans et qui est en fait un gros travail collaboratif où il y a énormément de bénévoles, de chercheuses, chercheurs, militants, militantes qui se mettent à compter pendant une journée le temps de parole des femmes dans tous les médias. Et donc le chiffre sort et là je vois le temps de parole des femmes dans les médias sur une journée est de 24%, tous médias confondus. Alors que les femmes, c'est 50% de la population, hein, Petit rappel utile. Hein. Et c'est vrai que ce chiffre m'a fait un peu le même effet que la couve unique avec une femme noire sur un an de Elle. Je me suis dit, c'est dingue, je suis journaliste moi-même, je suis dans les médias depuis plus de 10 ans et je n'avais jamais réalisé que les femmes étaient à ce point silenciées dans les médias. Et comme j'étais donc à la télévision, je me suis dit, tiens, je vais observer si c'est réel. Enfin, si moi, dans ma propre expérience de journaliste télé, j'observe la même chose. Et c'était même pire. Enfin, je me suis rendu compte que sur une semaine, alors c'était une émission quotidienne, hein, c'était le Grand Journal, que sur une semaine de plateau, en fait, les invités femmes représentaient à peine 25% des invités, et que par-dessus le marché, quand elles étaient invitées, quand elles étaient là, elles étaient toujours interrompues, il y avait toujours quelqu'un pour faire une blague ou une remarque sur leur apparence, sur leur coiffure, sur leurs vêtements. Enfin voilà, que c'était vraiment très 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 compliqué pour une femme de finir une phrase, et moi la première. C'est-à-dire que les hommes ont 3 fois plus de temps de parole dans les médias que les femmes. C'est exactement ça. Il faut que tu parles beaucoup plus que moi pendant cette interview. C'est ce que t'es en train de faire, je te félicite, tu compenses déjà.